Allez, on est parti, on est parti. Salut à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau live de Street Press, les formations Street Press pour les citoyens et les citoyennes aussi, hein, bien sûr, pour tout le monde. Voilà, je suis Martin, content d'être avec vous comme à chaque fois. On va passer 1 heure ensemble. Petit point que j'ai vu, c'est pour ça que j'ai un tout petit peu de retard. Le chat du côté de nos amis de Indymotion a l'air d'être planté. J'ai regardé sur plusieurs vidéos, etc. et tout. Du coup, bah, on n'a pas de chat. Chiant. Vous pouvez pas me poser de questions. Alors, je vous donne un truc, je vais l'écrire en dessous et vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des questions. Voilà, on s'adapte, hein, c'est toujours comme ça. Bougez pas, je vais trouver ça, je vais écrire ça ici. Je vais vous donner l'adresse. Voilà, envoie-moi tes questions. Je vais dire envoie-moi tes questions par mail. Hein, on peut essayer ça. Martin@streetpress.com. C'est pas terrible, mais bon. Là, je sais pas pourquoi c'est bloqué. Ça marchait il y a 1 heure, c'est les joies du direct. En tout cas, je surveillerai ça et n'hésitez pas là-dessus à m'envoyer vos questions. Vous pouvez, si vous faites partie aussi du club Street Press, je surveille le Telegram du club Street Press. Voilà, c'est un club quoi. Hein, vous êtes dedans et du coup, si vous l'avez rejoint, vous pouvez poser vos questions. Si vous l'avez pas rejoint, bah, il est toujours temps de le faire. Hein. On peut vous donner les solutions, vous me ferez signe et vous râlerez, vous m'envoyez un mail, je vous mettrai dedans avec plaisir. En tout cas, moi, je suis super content de vous retrouver. Ça fait vraiment hyper plaisir d'être avec vous. On ouvre un nouveau cycle. Je vais vous montrer ça. On ouvre un nouveau cycle de la bataille des municipales. On est à quelques jours maintenant de ces municipales, mais cette bataille, elle s'arrête pas aux municipales. Elle va continuer après puisque d'autres échéances arrivent. Et du coup, on va continuer à travailler là-dessus. Et là, on ouvre du coup un nouveau cycle. Je vais vous montrer ça. Hop, je vous partage un petit bout d'écran. On ouvre un nouveau cycle avec du coup cette bataille des municipales. D'abord, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, hein, c'est un projet Street Press qui a décidé de pas rester inactif face à la montée de l'extrême droite. On a décidé de se former pour être toujours plus solide, se former pour mieux combattre l'extrême droite, mieux la connaître. Et pour ça, on vous propose régulièrement des webinaires pour tous et toutes. Il y a aussi des formations pour les journalistes. Il va y avoir des formations pour celles et ceux qui sont créateurs, créatrices de contenu sur YouTube. Mais d'abord, ça part de cette carte que vous avez, cette carte que vous pouvez retrouver sur municipal.streetpress.com. Une carte qui a maintenant 2 trucs. Il y a le classement de votre ville sur son risque de passer ou pas à l'extrême droite. C'est un travail de sociologue. C'est le sociologue Alessio Motta qui a fait ce boulot-là. Vous voyez, on peut être classé A, ça va de A à E. On a fait une sorte de Nutri-Score du risque d'extrême droite. Voilà, si vous habitez dans le sud, vous voyez, il y a beaucoup de D. C'est toujours comme ça dépend des régions. C'est un peu pareil dans le nord. Et nouveauté, la semaine dernière, on vous a mis une carte avec plein de points jaunes, elle va s'afficher, une carte des brebis galeuses. Voilà, c'est tous ces candidats et candidates d'extrême droite. C'est pas forcément du RN, même si c'est quand même beaucoup des candidates et candidates du RN, puisque c'est le parti majoritaire dans cette tendance politique. Voilà, qui ont des affaires, qui ont des rapports avec des groupuscules des fois néo-nazis. Vraiment, il y a plein de choses différentes, mais il y a toujours des questions qui montrent que derrière cette façade du RN, il y a les faits. Et, on a regroupé tous les faits. C'est le travail de plein de médias. Et nous, on a fait ce boulot-là. Vous voyez, par exemple, à Moulins, on peut avoir ça. On peut avoir Arnaud Dacier, donc voilà, qui a des partenariats avec des sociétés qui appartiennent à des anciens membres de groupes néo-nazis. Voilà, il y a plein de choses différentes. On avait démarré à 150, on est à 220 brebis galeuses, donc voilà, ça va très très vite. Vous voyez, on a démarré la semaine dernière et là, ça monte, ça va monter à mon avis jusqu'à la fin du second tour. N'hésitez pas à aller voir votre ville, voir si vous aussi vous avez un membre de ce troupeau de brebis galeuses. Voilà pour ces premières informations. Je viens après du coup à nous, ce qu'on fait, c'est webinaire, nouveau cycle en partenariat avec le planning familial. Je suis vraiment content de vous le dire, c'est en partenariat avec le planning. Tiens, je voulais vous mettre le site qui est là. Ils ont relayé l'information aussi sur leurs réseaux sociaux. Ils vont relayer ces 3 rendez-vous qu'on vous a préparés parce que ce cycle, il est consacré à l'offensive de l'extrême droite sur les sujets féministes. Et le planning familial, ça nous semblait cool de faire un partenariat. Vous pouvez bien sûr leur faire un don, ils sont super. Donc c'est une des principales assos d'accueil pour celles et ceux, notamment les plus jeunes, qui veulent de l'info sur leur sexualité. Je vais vous remettre le site bien, il est bien fait, donc je vais vous le montrer. Et du coup, c'est vraiment une attente et qui se bat notamment pour le droit à l'avortement. Des droits sont menacés par l'extrême droite. Merci à LE de nous faire confiance et d'être partenaire de Street Press sur ces 3 rendez-vous. J'ai bien dit 3. Il y en a un ce soir. Mon invité Magali Della Souda va nous rejoindre dans quelques instants. Vous allez voir. Et donc 2 autres rendez-vous que je vous montre immédiatement. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Où est-ce que je les ai mis ces rendez-vous? Hop là. Et ouais, voilà, je me suis un peu mélangé avec cette histoire de chat et du coup, j'ouvre tout en direct. Voilà, ça va apparaître. Ça, c'est la page où il y a le chat. Et voilà, on va avoir un petit truc ensemble. Hop là. Et du coup, l'info, elle est là.
vous avez les prochains rendez-vous ici. Jeudi 12 mars, du coup, ça c'est aujourd'hui. On sera avec Magali Della-Souda dans quelques instants. On continue mardi 17 mars, 18h. Attention, c'est pas tout à fait la même heure. 18h, 19h, on sera avec Sarah Durocher, c'est la présidente du planning familial. Et Natacha Bourgine, elle est salariée de l'antenne du planning familial dans le Gard. Cette fois-ci, on sera plus dans le concret. Les conséquences de la montée de l'extrême droite pour vous, pour les personnes qui ont besoin d'accéder à leurs droits reproductifs. Elles vont nous raconter un peu ça, les difficultés, notamment dans le Gard, qui est, je vous rappelle, un département concerné. Il y a 4 députés sur 4 dans le Gard qui sont du RN. Donc voilà, il y a une vraie force de l'extrême droite. Et le 24 mars, on sera avec Léane Alestra, elle est chercheuse, elle est journaliste. Elle est autrice d'un livre qui s'appelle Les Vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite. J'aurai le temps de vous en parler, mais avec ces 3-là, on espère vous donner une vision assez large de cette offensive de l'extrême droite sur les sujets qui concernent les sujets féministes. Vous pouvez aussi retrouver aussi tous nos épisodes, bien sûr. Pour ça, très facile, vous allez sur le site, sur la chaîne du Club Street Press. Il y a tous nos précédents rendez-vous. Vous voyez, on a fait la soirée avec Marine Tondelier, avec Chloé Gerbier, les antifascistes des Deux-Sèvres. C'est très rigolo, ça. N'hésitez pas à aller voir, avec Sarah Durieux ou encore Raphaël Arnaud. Voilà, plein de témoignages qu'on a fait. Le but, c'est aussi de vous donner du concret et des choses. Ils font ça chez eux, par exemple dans le Vaucluse, par exemple ailleurs. Moi, j'habite dans les Ardennes, j'habite à Paris. Je peux peut-être essayer de faire pareil. Il y a vraiment cette idée-là. C'est vraiment ce qu'on essaye de vous proposer. Voilà pour toutes ces informations. On va pouvoir attaquer un peu notre sujet. Vous n'hésitez pas. Je termine avec une dernière chose. Ces formations, elles sont gratuites. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mais elles sont gratuites pour vous, mais elles existent que grâce à ça. Là, je fais comme ça. Voilà. Vous avez le soutien de Street Press. N'hésitez pas. D'ailleurs, je vais poser un petit truc qui va rester en haut, là, ici. Hop, c'est difficile, je suis à l'envers. Hop. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, tout ça est possible grâce à vous. C'est votre soutien. C'est tout l'argent que vous avez mis, notamment, pour nous soutenir dernièrement lors de la campagne de dons. On a atteint les 9000 donateurs et donatrices mensuels. C'est ça qui permet de faire ces formations, les formations pour les journalistes, les formations pour vous. Tout ça, c'est possible que grâce à vous. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le petit truc là-haut tout au long. Voilà, je vous en reparlerai un petit peu. Et du coup, vous n'hésitez pas à nous donner votre soutien et de l'amour. Ça nous aide aussi. Vous en parlez autour de vous, c'est déjà du soutien. Donc, n'hésitez pas, ça nous aide tout le temps. Vous pouvez aussi aider le planning familial. Je vous ai montré tout à l'heure la page de dons. Il y a une page de dons du planning. Pareil, ils ont besoin de vos soutiens, notamment dans pas mal de communautés d'extrême droite, mais aussi souvent de droite traditionnelle. Le planning familial, on leur coupe les subventions, voire aussi des fois dans des choses plus classiques pour des raisons de réduction de budget. Donc, plus que jamais, ils ont besoin de vous. Vous allez là, vous voyez, marqué soutenir le planning, je clique, je fais un don. Je peux aussi adhérer pour soutenir. On en parlera plus précisément le 17 avec les membres du planning familial. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de cette introduction. J'espère que vous êtes bien installés. Vous avez comme moi emmené de l'eau, c'est important. Vous avez vu, vous êtes bien au cœur de Street Press. On a toute l'ambiance. Il y a même les t-shirts. Moi, je le porte. Vous pouvez les retrouver notamment dans nos événements. Donc, n'hésitez pas. Allez, on va accueillir notre invité. Je vais me mettre en deuxième, et après, je vous remontrerai aussi quelques petites choses. Je vais ouvrir sa place. Elle est dans les coulisses. Je la vois qui attend. Hop là, j'ouvre ça. Elle va arriver avec nous dans un instant. Ah oui, 3 trucs, c'est un peu beaucoup là quand même. Bonjour Magali Della-Souda. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Magali, de prendre le temps. Je vais nous mettre mieux que ça, comme ça on aura aussi les choses. Voilà, vous êtes en bas et ça, on va l'enlever Magali. Je vais le cacher et je le remettrai plus tard si je veux montrer des choses. Top. Magali, bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Je sais que tu reviens d'un colloque international à Lausanne sur le fémo-nationalisme. Donc voilà, merci de prendre le temps. Je me doute que tu es un peu essoré. Ça va quand même? Oui, c'était très intense et très riche. Ouais, ça a l'air hyper incroyable. On en discutera un tout petit peu. À la fin, je te présente, Magali, tu es chercheuse au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et tu es l'autrice de ce livre qui est là. Voilà, je l'ai mis, il est là. Vous voyez, j'ai même mis des petits trucs pour faire croire que je l'ai lu. Non, j'ai eu la chance de le lire pour préparer ça. Les nouvelles femmes de droite, c'est aux éditions Hors d'atteinte, signé par toi, Magali. C'est sorti il y a un petit peu de temps, 2022 déjà, ça. Je fais pas d'erreur, mais c'est toujours hyper intéressant, même si plein de choses se sont passées depuis, mais ça n'empêche pas. Et on avait envie de démarrer avec toi ce cycle parce que toi, c'est ton sujet de thèse, c'est ça? C'est le sujet que tu as suivi pendant des années? Moi, j'ai travaillé plutôt sur les anciennes femmes de droite et ça, c'est mon sujet d'habilitation pour devenir directrice de recherche. D'accord, c'est un peu une thèse qu'on fait après la thèse, pour dire Exactement. Ça clairement. Voilà, c'est un gros boulot, c'est un énorme boulot. Ça a été plusieurs années, je crois, de quasiment 6 ans à suivre ça. Si je fais pas d'erreur, tu l'expliques dans l'intégration. Et à 6 ans, donc, à travailler notamment sur plusieurs groupes différents. Et notamment, je crois que tu as travaillé sur un groupe qui s'appelle les Cariatides, qui est issu de l'Action française. On va en parler, mais dans ton livre, tu parles un peu de tous les groupes et toutes les différentes
femmes de droite. On est plutôt sur l'extrême droite quand même, on peut le dire, des femmes de droite qui sont très engagées auprès de mouvements plutôt traditionnalistes. C'est pas les femmes mouvements féministes de l'UMP ou autres. Non, tout à fait. Ce terme, il renvoie vraiment à un concept qui avait été forgé dans les années 80 par une, féministe nord-américaine qui s'appelle Andrea Dworkin et qui parlait de ces femmes qui se mobilisaient contre le féminisme. Et depuis les années 2010 en France, ces femmes qui se mobilisent contre le féminisme, elles le font d'une nouvelle façon. Elles n'ont plus les mêmes caractéristiques que les femmes de droite des années 70 et 80. Elles le font souvent en dehors des partis politiques. Et par conséquent, je traite un peu de certains partis, on y reviendra, mais effectivement, les femmes conservatrices classiques ou néolibérales ou libérales d'un point de vue économique classique, des partis politiques de centre droit ou de Mmh. droite, m'intéressaient moins que ces femmes-là, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu es concentré, on peut pas non plus tout faire aussi, sinon ça devient des trucs c'est plus un là, je crois que tu as fait quelque chose comme, qu'est-ce combien j'ai de pages? Je suis pas mal, hein, je suis à un bon nombre de pages, voilà, c'est toujours important, ça fait classe. Ouais, plus de près de 300 pages, si tu avais fait ça, on serait monté à 600, 700 pages. Hem Peut-être pour commencer, du coup, j'aime bien comprendre un peu l'intérêt de mes invités pour leur sujet et pour l'extrême droite. Je l'ai dit, ce livre, c'est un gros travail de recherche. Tu l'as mené de 2014 à 2020. Comment tu t'es tourné vers ce sujet? Comment tu l'as vu émerger? Et tu t'es dit, ça, c'est un sujet qui n'a pas été traité et je peux aller le chercher. Alors, je vais essayer d'être très brève. Oui, voilà, en peu de temps. Moi, j'ai fait ma thèse sur des organisations féminines catholiques qui ont marqué le XXe siècle, qui s'appelait en France la Ligue patriotique des Françaises, qui deviendra la Ligue féminine d'action catholique, française. Et puis j'ai aussi travaillé sur sa petite sœur en Italie et la thèse de ma thèse, c'était d'expliquer pourquoi et comment les femmes avaient appris à devenir des électrices et des électrices conservatrices. Ce qui OK. explique un petit peu les premières générations, d'électrices qui se sont tournées vers des partis, conservateurs ou vers la démocratie chrétienne, alors qu'historiquement, ces partis-là n'avaient pas été des partis qui ont porté la cause des femmes. Mmh. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette ligue, dans l'entre-deux-guerres, elle compte 1,5 million d'adhérentes. C'est bien plus que le Parti communiste et la SFIO réunis. D'accord, C'est ouais. une organisation de masse, que que peu d'autres organisations ont réussi à égaler en termes de membres. Et pour le faire, rapidement, quand j'ai mon poste en France, je suis affectée à Bordeaux en 2011. J'ai un projet de recherche sur l'accès des femmes, à la vie politique et je dois faire une enquête socio-historique qui inclut la campagne des municipales de 2014 et en 2012-2013 va, se passer la Manif pour tous, qui est Mmh. un mouvement conservateur, Mmh. qui réagit à un On va en projet parler, ouais. politique, Mmh. voilà, d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Et ce qui me frappe, c'est la récurrence des thématiques, c'est la manière dont les cadrages, sont amenés dans le débat public, c'est-à-dire comment on formule un problème ou comment on présente un thème pour qu'il devienne, un problème, qu'il soit politisé, que des personnes se sentent concernées éventuellement, qu'elles s'engagent dans un combat. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enquêter, parce que j'ai aussi vu apparaître des groupes de femmes en non-mixité qui prétendaient, lutter contre, les nouvelles féministes, le Ouais. Mmh. néo-féminisme, les fémènes, mais aussi les politiques d'égalité de genre menées à l'époque, sous l'égide de Najat, Vallaud-Belkacem, Ouais, et secrétaire puis d'État aux droits la des femmes. loi du mariage homosexuel avec Christiane Taubira et tout Oui, qui a tout vraiment à fait. mobiliser comme ça, toute une sphère, traditionnaliste et qui a trouvé là son moment, Ouais. à elle. On en parle pas mal aussi pour, l'émergence de la génération autour de Jordan Bardella et cetera. Hem, J'avais une question, peut-être on peut commencer par la base. Ce cycle, il parle de l'offensive de l'extrême droite, de formation de l'offensive de l'extrême droite sur les sujets féministes et il y a un mot qui revient tout le temps, c'est fémonationalisme. Est-ce que tu peux nous faire, le fémonationalisme pour les nuls? D'où il vient ce terme et qu'est-ce qu'il comprend très Très simplement, ce terme, ouais. c'est un concept qui est proposé par une sociologue britannique qui s'appelle Sarah Faris, qui a travaillé Mmh mh. sur des mouvements d'extrême droite, dans différents pays, Front national, Ligue du Nord, si je me souviens bien, en Italie et puis, leur homologue, allemand, dans mon souvenir. Elle va, proposer ce concept qui désigne en fait une réalité assez ancienne
dans sa première acception, pour définir 2 choses. La première, c'est un usage stratégique de la cause des femmes et du féminisme par des organisations qui, ne se situent pas dans ces combats-là de manière prioritaire. Dit plus simplement, c'est l'usage stratégique, d'un vocabulaire pro-femme, voire féministe, par des groupes qui sont en réalité des groupes qui ont pour objet principal la lutte, pour la nation, pour l'identité, pour la civilisation. Cette acception-là, elle est largement diffusée et c'est sans doute à ça que vous faites référence et c'est aussi, une stratégie qu'ont utilisée finalement des groupes de femmes depuis fort longtemps. C'était déjà le cas, dans les comités, de dames de la Ligue d'action française au tout début du XXe siècle, puis dans des ligues, féminines, philo-fascistes dans Mmh. l'entre-deux-guerres. Là où Faris, apporte un deuxième élément dans son concept, qui est moins connu, c'est que par ce terme-là, elle va aussi désigner, et critiquer, un féminisme néolibéral, des politiques publiques néolibérales menées au nom des femmes et de l'égalité, hommes-femmes et qui vont avoir pour effet, en réalité, de renforcer des inégalités entre femmes. Mmh. Plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, la manière dont le marché de l'emploi et la division du travail s'opèrent dans nos sociétés va être, va renforcer des rapports sociaux, et notamment va renforcer l'exploitation de femmes venues des pays du Sud pour Ouais, accomplir un certain nombre de fonctions dans les pays du Nord plus riches, pour «libérer» entre guillemets des femmes plus aisées, qui vont, pouvoir aller travailler parce que le travail domestique est accompli par ouais. d'autres et accompli par ces D'accord. femmes du Sud. Ouais. Qui vont pouvoir, travailler aussi parce que le travail de soins à la personne, des aînés dépendants ou de leurs enfants est effectué par ces femmes-là, dans un cadre, salarié, en France ou dans Mmh. d'autres cadres d'ailleurs d'exploitation beaucoup plus durs, en Italie. Donc c'est le deuxième volet de ce concept, si vous voulez, et c'est une critique interne aussi du féminisme et des organisations qui sont aveugles donc au rapport de domination entre femmes. Ouais, d'accord, je vois l'idée. Donc ça pose vraiment, ce mouvement. Effectivement, on retrouve bien, les mouvements qui sont en train, d'émerger là-dessus. Pour toi, ce mouvement, c'est un mouvement de pensée, c'est aussi une stratégie de lutte qui a été, changée? On s'est dit: «Tiens, on va faire autrement, pour, lutter sur ces sujets-là». On est quand même sur une offensive culturelle que mène l'ED. Derrière moi, je crois que j'ai un truc me gagnons la bataille culturelle, je crois qu'on le voit là, ici, contre l'extrême droite. Eux, ils mènent une bataille culturelle. Alors c'est peut-être pas un plan coordonné, elles se sont pas retrouvées à toutes ces femmes de droite pour dire: «Voilà, on va faire comme ça». Mais on voit avec Némésis en France, qui vient d'un mouvement de long terme. En fait, ce que je veux dire, c'est tout ça, c'est rien de spontané, ça vient de plusieurs années de militantisme. Effectivement, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, dans laquelle ce collectif Némésis, qui se dit féministe identitaire ou féministe non conforme à ses Mmh. débuts, heu, n'émerge pas, de manière spontanée et leur présence et leur visibilité surtout, elle est liée à un travail, méthodique, profond, soutenu par des entrepreneurs, financiers qui sont aussi des entrepreneurs politiques, Ouais. depuis, un peu plus de 10 ans. Ce qu'il faut bien comprendre quand vous parlez de bataille culturelle, c'est que un des éléments constitutifs, du projet politique de la droite et de l'extrême droite et de leur stratégie, c'est de considérer que ce sont les idées qui font le monde. Mmh. Ce n'est pas du gramscisme de droite, c'est tout simplement la réactualisation d'une pensée conservatrice et notamment déployée, à longueur de pages et de colonnes de Ouais, l'Action française par Charles Maurras. d'accord. Cette idée qu'il y a le pays réel et puis il y a l'autre pays idéal, dans lequel nous nous projetons et ces idées-là, elles sont reformulées un petit peu avec la nouvelle droite, avec ce courant qui émerge après 68, et qui prend acte de la défaite, qui est pour eux une défaite culturelle et par conséquent, l'objectif d'un intellectuel comme Alain de Benoît et certains militants de la nouvelle droite va être de reconstituer une élite de droite capable de contrer, la gauche, le progressisme, dans tous les pans de la société, mais d'abord et avant toute chose, sur le plan culturel. Et Mmh. aujourd'hui, nous sommes dans ce moment-là et la Manif pour tous a été un moment fondateur.
Parce que dans la rue se sont retrouvées des personnes qui jusqu'alors cheminaient en silo, de manière complètement séparée, voire de manière conflictuelle et là, elles ont pu enfourcher un cheval de bataille commun qui était la bataille contre l'égalité de genre. Ouais, puis ils se sont aperçus qu'elles avaient, pas plein de désaccords, mais qu'il y avait des dénominateurs communs qui leur permettaient d'avancer. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est plutôt une socialisation, une manière de créer des mouvements qui est plutôt vue comme de gauche et là, d'un coup, ils se sont retrouvés dans la rue à faire équipe, quoi. Il y a vraiment un truc, qui a été étonnant, un retournement, du système habituel. Autre question, ce terme de fémonationalisme, il recouvre l'intégralité de cette mouvance où il y a des distinctions un peu, parce que là-dedans, tu as travaillé toi sur les Cariatides qui est une branche de l'Action française, il y a Némésis, tu le racontes dans ton livre, on va un peu le détailler, mais on a des gens très très différents qui se retrouvent englués sous ce même terme un peu. Il faut avoir à l'esprit que souvent, effectivement, quand on désigne, l'extrême droite, on met dans un même, sac, sous une même étiquette, des groupes qui, en réalité, ont à la fois des projets politiques et des valeurs ou des idéologies, des idéaux de référence qui sont pas tout à fait les mêmes. La place de l'État, Mmh. par exemple, n'est pas la Ouais. même chez les Cariatides qui étaient la branche féminine de l'œuvre française, pas de l'Action française, de l'œuvre française, dissoute après la mort de Clément Méric Mmh. et qui aujourd'hui est la branche féminine du Parti nationaliste français, qui est, dirigé par Merci. Yvan, Benedetti. Ouais. Heu, donc elles voient un État fort, elles sont explicitement, nostalgiques des régimes autoritaires, ou totalitaires du XXe siècle. Elles ont des liens encore, forts avec la Phalange espagnole, par exemple, voilà, ça, c'est leur univers de référence. Un État fort, le cadre politique, c'est la nation, la cellule de base de la communauté politique, c'est la famille Mmh. et le sujet politique, ce sont les femmes et les femmes cisgenres, puisqu'il y a une confusion absolue entre le genre et le sexe. On est femme, on ne le devient pas, c'est une essence, c'est une ontologie. Hem, à l'autre, extrémité, du spectre, si vous voulez, les plus éloignés du champ politique quand moi je mène l'enquête à partir de 2013-2014, ce seraient des personnalités, dont certaines, peuvent être qualifiées d'intellectuelles, comme la philosophe Marianne Durano, qui est une toute jeune étudiante au début de l'enquête et puis qui deviendra ensuite, professeure, de philosophie, dans le secondaire, mais aussi, membre de la rédaction de la revue Limite, qui était une Mmh. revue écolo, qui se réclamait de l'écologie, intégrale, donc Créé par Eugénie Bastier notamment, qui est assez matrice connue catholique. maintenant, hein, qu'on Effectivement, dans cette aventure, il y a une deuxième femme de droite qui est Eugénie mmh. Bastier et toutes les 2 auront des divergences assez profondes, finalement, sur le sujet politique du féminisme Mmh. intégral et puis sur des questions économiques et même environnementales. Mmh. Heu On est et face on est face à des profils qui, des fois, sont pas si radicaux que ça en sens, parce que Eugénie Bastier, maintenant, elle travaille au Figaro et elle est, dans des émissions sur des médias publics et cetera. Ça a permis d'accéder à d'autres sphères. effectivement, du point de vue de sa centralité dans le Mmh. champ, elle est moins marginale qu'avant. En revanche, du point de vue du contenu Complètement, des oui, je parlais idées, de ce centralité. Eugénie Bastier était donc, opposante, à l'égalité, civile entre les couples de même sexe et les couples hétérosexuels. Elle était donc sur une ligne très Mmh. conservatrice. Sur la question, de l'immigration et de l'identité nationale, elle reste sur une ligne relativement fermée, même très fermée, et elle participe aussi de la politisation de ces questions identitaires, ce qui n'était pas forcément le cas, pour Marianne Durano et son mari, Mmh. qui eux étaient vraiment plus sur cette question de la nature, de l'écologie et de créer des alliances avec d'autres écologies radicales, avec d'autres qui partaient d'autres manières de voir le monde, mais qui pouvaient se rejoindre dans une opposition commune à certains grands projets, à certains usages de la technique, et au capitalisme. Mmh. Tout à fait, ouais, c'est vraiment ça. Bon, je crois qu'on a un peu posé les bases, c'est bien déjà, ça sert, à s'y retrouver parce que c'est vrai que des fois on est un peu perdu, face à cette évolution qui va vite malgré tout, de cette extrême droite et qu'on voit de plus en plus, centrale. Alors pour Eugénie Bastier, voilà, est-ce que c'est le monde qui glisse ou elle qui se recentre? Je ne te poserai pas la question, je laisserai, nos auditeurs décider. On peut parler un peu, de ces militantes,
en 2 mots, c'est qui ces militantes? Alors, c'est difficile à dire parce que c'est très large, mais on a l'impression qu'à chaque fois, il y a quand même un cadrage assez impressionnant sur le plan de la doctrine, quel que soit le mouvement. Je pense donc je reviens à ton livre que tu as fait, ça m'a marqué. Dans le page 94, il y a un manuel de la militante nationaliste. Alors qu'il Oui. reflète pas peut-être toutes les nationalistes, hein, il faut le dire, mais c'est vrai qu'il est marquant quand on le lit. Voilà, je le dis en une seconde, un manuel à l'usage d'une militante nationaliste. Une militante nationaliste est tout d'abord au service de son pays, au service d'une doctrine naturelle basée sur des faits intangibles et irréfutables. Et la seule chose que j'ai vraiment retenue là, c'est qu'il y a 2 verbes très importants qui définissent cette militante, c'est obéir et servir. Et il y en a un troisième, c'est humilité. C'est Oui. marquant. Alors ce manuel, c'est, que je fasse pas d'erreur, c'est un manuel qu'il y avait sur des sites du mouvement des cariatides, c'est ça? C'est les cariatides, oui, Voilà. oui. Voilà, il est là, page 94. Alors, les cariatides, c'est un groupe qui va naître en 2013, au mois de Mmh. mai, à Lyon, lors d'un rituel assez classique pour les nationalistes d'hommage à Sainte Jeanne d'Arc. D'accord, ouais, qui revient Qui est à souvent. la f Voilà, qui est la figure tutélaire des militantes nationalistes. Voilà, Jeanne d'Arc bascule à droite, dans le courant du XXe siècle, Mmh. et c'est une figure qui est patrimonialisée par l'extrême droite et notamment par les femmes, d'extrême droite. C'est vraiment ce type de manuel et ce type de référentiel avec cette insistance sur le fait que les femmes sont là pour servir, que c'est un ethos très fort chez les militantes. Alors Mmh. chez les militants aussi, hein, les hommes, ils servent la cause de la nation, mais les femmes, elles servent la cause de la nation d'une double manière, en militant, mais en la reproduisant. Mmh. Et c'est fondamental. C'est fondamental quand on est dans des groupes qui conçoivent la communauté politique comme étant une communauté, non pas de volonté ou pas seulement de volonté, mais une communauté de naissance, une communauté de biologie, et chez les identitaires, en plus, une communauté enracinée dans un territoire. Mmh. Donc ça, c'est effectivement, c'est cariatide. D'un point de vue générationnel, on trouve des femmes, de différents âges. Au moment de la manif pour tous, il y a un vrai renouvellement, et c'est un moment où des jeunes femmes, pour des raisons à la fois individuelles et collectives, s'engagent, et on retrouve ces profils-là dans les cariatides, mais elles sont très, très peu nombreuses. Elles sont souvent des compagnes de militants, Mmh. où on milite, voilà, la section féminine, les femmes, et les hommes, au Parti nationaliste D'accord, français. chacun sa place, quoi. Mmh. Chacun sa place. Alors il y a, des militantes nationalistes qui côtoient d'ailleurs ce groupe, mais qui sont pas forcément chez les cariatides et qui sont, beaucoup plus, engagées, dans l'action. Je pense à mademoiselle Lussot, qui a été exclue du Front national en même temps qu'Alexandre Gabriac. Voilà, Mmh. c'est une militante vraiment, nationaliste de choc, mais elle est assez exceptionnelle. D'accord. Voilà, à côté des cariatides et de ces femmes-là, vous avez au Front national, qui va devenir plus tard Rassemblement national, aussi une transformation qui est liée au fait que le parti déconfie après, 2007, a des problèmes financiers. 2012, c'est également pas enfin, Marine Le Pen Mmh. arrive, à la tête du parti, et là, s'opère une mue, et une mue qui est en partie contrainte par ce qui se passe dans le champ politique. Quand en 2013, la loi sur la parité vient renforcer les obligations paritaires, pour que le, Rassemblement bleu marine puisse rester dans la course aux municipales, il lui faut des femmes. Et qui mieux que les jeunes femmes repérées dans les cortèges de la manif pour tous, pour venir remplir les listes. Mmh. Première tentative qui ne va Oui, pas c'est être vrai. très fructueuse, mais dont aujourd'hui on voit la réussite. C'est-à-dire que les femmes, pour des raisons à la fois d'opportunité et de stratégie, vont pouvoir, ainsi, devenir des professionnels de la politique en rentrant, au Rassemblement national, où on leur fait volontiers de la place, alors que dans des partis plus classiques, bah, il y a des enjeux de pouvoir comme Ouais. ailleurs, et c'est Là, pas toujours il y a évident. des places à prendre avec le Rassemblement national qui prend de plus en plus de élus, plus en plus de places, plus en plus de gens élus. Donc forcément, des places à prendre. On l'a vu sur l'émergence d'autres mouvements dans les années 90 notamment. Justement, le Rassemblement national, on y vient. C'est forcément la partie la plus émergente. On voit l'émergence de femmes au sein du Rassemblement national. Et dès 2016, il y a un cercle qui s'organise des femmes au Rassemblement national, qui est un cercle fraternité, avec cette femme qui s'appelle Agnès Marion. D'abord, est-ce que tu peux me dire 2 mots sur le cercle fraternité et après, peut-être 2 mots sur Agnès Marion, dont tu fais un portrait dans le livre?
Alors le cercle fraternité, il vient renouveler un petit peu la tradition qu'il y avait au Front national de cercles qui vivotaient pour la plupart comme, l'expliquait, mon collègue Alexandre Dezay et parmi ces cercles, il y avait tout de même dans les années 90 un groupe de femmes, je crois que c'était Femmes et filles, d'Europe, Mmh. qui reprend un peu de la vigueur au moment de la manif pour tous, mais qui est largement, éclipsé. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans leur mise en scène et dans leur visuel, on voit une patte qu'on va retrouver chez les Antigones et puis qu'on retrouvera dans certaines actions de Némésis. Donc on peut se demander qui sont les acteurs, les communicants derrière qui orientent et qui produisent, ces images, qui Mmh. participent de trames narratives, partagées et diffusées. Mais pour revenir ce groupe de femmes en non-mixité, donc il réunissait quelques femmes, c'était très particulier, très minoritaire. Et le cercle fraternité, il vient élargir un petit peu ces choses-là. Comment dire? C'est il est porté sur ses fonds baptismaux à la veille d'un grand, cortège, Allons enfants, qui prend la suite de D'accord. la manif pour tous, contre la gestation pour autrui, contre les droits reproductifs, D'accord. l'extension de droits reproductifs tels que la PMA, gestation pour autrui n'étant pas enfin, voilà, est à dissocier bien Oui, évidemment bien sûr. Mmh. et il est porté par des parlementaires. D'ac et il aura pour but de, préparer, la campagne présidentielle de 2017 en formulant des réflexions sur les femmes et sur la famille et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'ils s'en défendent à cette époque-là, au Rassemblement national, on encapsule encore les femmes, dans leur catégorie, de reproductrices et dans leurs relations, familiales. Ouais, On n'est d'accord. pas, au collectif Némésis. Mmh. C'est une autre manière de concevoir les choses et ce cercle, il est intéressant aujourd'hui pourquoi? C'est parce qu'il a fourni en partie l'armature et les réflexions, de ce qui va, ensuite servir de réseau, à la constitution du parti Reconquête autour d'Éric Zemmour. Parfait, je crois qu'on À a fait un bon l'époque tour. Dis-moi, vas-y, tu voilà, voulais ajouter quelque oui, chose, oui. n'hésite pas. À l'époque, les catholiques conservatrices, sont dans cette structure-là et ensuite elles s'en éloigneront à nouveau, au moment de la mise en orbite d'Éric Zemmour par ses militants et militantes conservateurs. Je crois qu'on a fait un bon tour un peu de cette galaxie. C'est pas facile. N'hésitez pas à lire le livre, hein, qui est très clair et en plus, franchement, il se lit très très bien. Il y a vraiment toute cette partie. Tu as vraiment pris le soin de choisir, on va dire, tous les profils de ces femmes de droite et de les expliquer à chapitre par chapitre. Je voulais aborder le collectif que tu viens d'évoquer, qu'on voit de plus en plus maintenant et depuis l'affaire notamment Quentin de Ranc à Lyon, qui est le plus cité, qui est donc Némésis. Je vais le remontrer sur notre fameuse carte au faf de Street Press. Pendant que voilà, je le remonte. Pendant que je le remonte, je vous rappelle que le chat d'Indymotion ne marche pas. Je viens de vérifier, c'est de leur côté malheureusement. Donc je peux pas prendre vos questions sur le chat. Si vous m'envoyez des questions par mail, je les mis en dessous là, martin@streetpress.com. Je les relais. Désolé pour ça. Des fois, on est dépendant des difficultés techniques qui ne sont pas toujours les nôtres. C'est la vie. C'est comme ça, mais promis, je soignerai ça pour la prochaine fois. Je viens donc à Némésis. On en parle énormément depuis l'affaire de Ranc. On avait encore Alice Cordier dernièrement sur une polémique où elle aurait fait un signe nazi avec un rappeur. C'est quelqu'un qui prend maintenant beaucoup de place dans le sujet fémonationalisme. Peut-être en deux mots, je vais revenir à ma question que j'ai perdue. Toi, tu les décris dans ton livre comme une incursion identitaire dans l'espace de la cause des femmes. C'est comme ça que c'est même le petit relance, le Oui. petit truc de chapitre, avec cette obsession moi, je trouve fondatrice qu'on voit dans l'explication, c'est le rôle que joueraient à leurs yeux particulièrement les hommes d'origine étrangère dans les violences faites aux femmes. On peut raconter cette émergence et comment tu l'as dit à l'instant, bah, c'est pas tout à fait la femme de droite qui était celle des cariatides ou du cercle fraternité d'avant. Oui, si on suit la trame un peu du livre, ce que vous m'invitez à faire donc, pour pouvoir, rendre compte, si vous voulez, de ces nouvelles générations de militantes qui sont plus jeunes, qui, sont plus diplômées aussi, qui viennent de milieux sociaux
plus favorisées que leurs aînés. Les femmes de droite décrites par Dworkin ou celles sur lesquelles moi j'ai Mmh. travaillé, c'était des organisations de masse. Il y avait des femmes issues de milieux populaires, les fractions un peu plus stables du monde ouvrier, qui se retirent du marché du travail quand elles ont leurs enfants, et toute leur vie est construite autour de Monsieur Gagne-pain, Madame au foyer, les enfants. Et c'est un monde très cohérent que le féminisme bouleverse, parce qu'au fond, il les déstabilise et il met à mal ce qu'elles considèrent être leur protection, en fait. Ce modèle-là, ces femmes-là, elles le perçoivent comme protecteur. Et elles sont explicitement antiféministes. Ce qui va changer dans les années 2010, c'est qu'on a des jeunes filles qui vont grandir dans un monde où la norme, elle est égalitaire. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Le droit est égalitaire. C'est illégal de discriminer une femme parce qu'elle est Oui. femme. Ça devrait être illégal, ou en tout cas, c'est compliqué à faire advenir en réalité, mais payer moins bien une femme qu'un homme, c'est de la discrimination. Ce n'est théoriquement pas autorisé. Mmh. Donc, ces filles-là, qui sont nées dans les années 90, eh bien, elles croient entre guillemets à ces promesses, elles ont été socialisées là-dedans, et elles ne se retrouvent pas forcément dans les partis politiques où justement elles s'affrontent à des rapports sociaux de sexe, à la domination masculine. Et Némésis va se constituer hors des partis politiques. Hors des partis politiques, mais pas sans lien avec eux. Alors, D'accord. ce qu'on appelle aujourd'hui le narratif, mais la mise en récit de Némésis sur ses origines, c'est que ce serait un groupe d'amis qui se retrouvent à Paris, qui, comme des féministes des années 70, partagent leur vécu de harcèlement de rue, d'agression sexuelle, et constatent qu'elles sont toutes commises par le même type Mmh. d'auteur, d'origine africaine ou proche-orientale, mais souvent africaine, ou musulmans. Mmh. Par conséquent, nous sommes dans un monde qui est, d'un point de vue normatif et en valeur égalitaire, et nous retrouvons à devoir affronter, si je résume leur conception, un patriarcat d'importation, puisque nous, notre civilisation, elle est égalitaire. C'est la Ouais. civilisation qui a fait naître le féminisme. C'est la civilisation qui a promis aux femmes la liberté, l'égalité, pas forcément la sororité, mais voilà. Et là, ce que va dire Némésis, c'est en fait, voilà, les violences sexuelles et sexistes, les violences faites aux femmes, elles ne sont pas systémiques. Elles sont vraiment liées à une culture spécifique et à une socialisation de ces hommes-là qui viennent l'importer en France. Mmh. Mais pour être bien clair, ça c'est le narratif de on s'est un peu retrouvés et cetera. On s'est aperçu qu'on avait un point commun. En vérité, moi je sais qu'il y a plusieurs livres qui montrent que c'est des militantes qui tournaient déjà beaucoup dans plusieurs réseaux, de l'extrême droite large. Je pense à un livre que je vais montrer, qui est celui, de Marie-Lou Magal et Nicolas Massol, 2 journalistes sur l'enquête sur la génération Bardella. On voit les noms d'Alice Cordier, on voit tous ces noms parmi des trucs qui sont pas Némésis, mais elles sont dans les soirées, notamment au Café Saint-Germain, c'est un bar. Voilà, elles sont à ces endroits-là et elles discutent déjà avec plein de gens différents, quoi. Oui, effectivement, vous avez un ouvrage sur cette génération Mmh. là, un autre, enfin, sauf erreur des mêmes auteurs, et qui doit être la version pas en poche. Mais bref, qui Ouais, là, c'est le push effectivement qui vient de montre bien ressortir. comment, au moment de la manif pour tous, on a des histoires individuelles qui vont croiser un effet Mmh. générationnel, et où les bars de la rue des Canettes à Paris, dans le quartier Saint-Germain, vont être un endroit où, de fait, avant, après les manifs, en dehors des cours, on se retrouve dans les bars pour refaire le monde. Comme ça se fait à gauche dans d'autres espaces Oui, militants, bah, dans le ouais, 20e bien sûr. arrondissement, peu importe. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces jeunes pousses qui vont bénéficier d'une transformation du champ politique, des avancées paritaires et de la technicisation, de la professionnalisation politique, vont se parler, vont se décloisonner. Et ce sera finalement plus une question d'opportunité que d'aller être assistant parlementaire d'un eurodéputé Rassemblement national ou d'un conservateur LR, qu'une vraie division de conviction. Vous Mmh. voyez? Et ça, cet ouvrage le montre très bien. Et effectivement, quelques années plus tard, on voit apparaître Alice Cordier, qui dit, elle, venir d'une famille plutôt LR, qui dit, Ouais. enfant, avoir été subjuguée par
Nicolas Sarkozy, et puis qui en fait va, alors elle raconte aussi qu'elle aurait été, à l'AJC, donc chez les Mmh. communistes, à l'Action française, voilà, qu'elle aurait un peu erré avant de trouver sa famille dans son groupe de femmes militantes. J'avais une question justement sur Alice Cordier. Elle est devenue du coup l'image de ce collectif. En quoi elle incarne une autre génération de militantes que celle d'avant qu'on a pu voir donc dans ces cercles fraternités. On a aussi en tête des fois l'image de la femme catholique traditionnaliste qu'on a vu défiler à la Manif pour tous. Alice Cordier, elle incarne autre chose, j'ai l'impression. Alice Cordier, elle se garde de promouvoir comme sujet politique la femme en tant que en relation avec son mari et en relation avec ses enfants. Mmh. Heu, Alice Cordier, elle embrasse pleinement le sujet politique du féminisme qui est les femmes, qui est la femme en tant qu'individu, en tant que personne. Une femme à qui personne ne va pouvoir dire: «Toi, tu vas pas faire ces études-là parce que c'est pas pour toi. Toi, tu ne travailleras pas» ou «Toi, tu commences à me fatiguer dans les milieux nationalistes avec ton féminisme mal placé». Ce que Baptiste Marché, un Mmh. influenceur nationaliste, avait reproché à Alice Cordier de diviser les milieux nationalistes avec ses revendications féministes et où, il s'en était suivi, une agression, physique puisqu'il avait giflé Alice Cordier pour, je cite, «avoir fait sa Mmh. féministe». Ouais. Et donc, voilà, c'est une militante qui n'entend pas se laisser dicter par les militants, comment et ce qu'elle doit penser. Mmh. Toutefois, elle entretient des liens très forts, avec des groupes masculins. Les premiers services d'ordre et les premières actions du collectif sont organisées en complémentarité avec, le volet communication politique, action, spectaculaire, dans les cortèges féministes, dédiés aux femmes, donc confiés Mmh. au collectif Némésis et aux militantes. Et puis le volet maintien de l'ordre, sécurisation du groupe, engagement dans les combats physiques de rue, qui reste l'apanage des hommes. Après, Mmh. ceci va évoluer, c'est-à-dire on a toujours ce duo, qui opère et c'est ce qu'on a vu au moment, de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po Oui. Lyon et la 14 fév. contre-manif Mmh. d'Alice Cordier. Il y avait des hommes pas très loin. Mmh. Il assurait une En tout sorte de cas, c'est ce qu'elle service de dit. sécurité officiellement, ouais, Et d'après il vous. y a un service de sécurité rémunéré. Donc ce qu'on Mmh. voit, c'est qu'elle participe aussi d'une professionnalisation politique un peu plus élargie à l'extrême droite. C'est qu'avant, on vivait pour et par la politique, du fait essentiellement d'être élu ou d'être subventionné par un généreux mécène. Mmh. Aujourd'hui, on peut aussi en vivre en montant sa boîte de sécurité et en offrant aux militants des perspectives de rémunération, certes pas très importantes, mais existantes quand même, en, prenant en charge ces tâches-là qui jadis étaient faites, plus ou moins bénévolement. Vous Mmh. voyez? Donc ça, voilà, ça se Ouais, d'accord, complète ça comme change ça complètement l'approche, ouais. Ouais. et en ça, elles sont nouvelles, c'est-à-dire que ce ne sont pas, les anciennes femmes de droite qui s'engageaient de manière bénévole, pour la majorité d'entre elles et non professionnalisées, même si elles Mmh. apprenaient, elles acquéraient des savoir-faire ou elles convertissaient des savoir-faire. Là, aujourd'hui, on est sur un militantisme qui est aux confins entre, l'engagement partisan puisqu'elles fournissent, des argumentaires, voire parfois des candidates à certains partis, voire des dirigeantes pour Claire Géronimi. Mmh. Elle, pourvoit aussi en conférences, en savoir-faire, avec des aspects un peu techniques, donc comme un think tank et puis elles peuvent être rémunérées, pour ces fonctions-là et elles sollicitent aussi des hommes qu'elles rémunèrent. Donc on est dans une économie, de la profession politique qui s'est, élargie par Mmh. rapport, à leurs, aînés. Beaucoup plus large. Je signale qu'on a sorti un article aujourd'hui sur le collectif Némésis. Elles ont sorti une initiative qui s'appelle Nicolas qui vote, une sorte de carte pour voir quelles villes peuvent basculer à gauche, à l'extrême gauche d'après elles. Voilà. Si ça vous fait penser à une carte qui a déjà été faite par un autre média, je sais pas. À vous de voir. Mais en tout cas, voilà, on a sorti un article qui explique tout ça et le travail notamment avec un site qui est poursuivi en justice. C'est un travail d'Aurélien Defer. N'hésitez pas à aller voir, elles sont très actives. Une dernière question peut-être sur Némésis avant de passer un peu à notre dernière partie, à mes dernières questions. Question un peu d'actualité. Ce collectif féministe, il a énormément gagné en notoriété,
notamment avec l'histoire autour de la mort du militant néo-nationaliste Quentin Derenc, qui a quand même été marquant, puisqu'elles sont impliquées dans ce sujet, elles ont maille à partie dans ce sujet. On laissera la justice démêler tout ça. On suivra d'ailleurs tout ça sur Street Press au fur et à mesure des décisions de justice, et à mon avis, ça va nous prendre quelques années. Mais est-ce qu'on peut attendre quand même, quoi qu'il arrive, avoir ce groupe incarner durablement cette mouvance fémo-nationalisme dans les prochains mois, années? Je pense notamment à ses proches, jusqu'à la présidentielle qui s'annonce rapide. Est-ce qu'elles ont pris le lead, comme on dit dans les startups, un peu? Je serais prudente sur la Ouais. capacité de ces organisations de jeunesse, car elles sont jeunes, Mmh. à se maintenir dans le temps. Parce que la sociologie des mouvements sociaux, quels qu'ils soient, et pas spécifiquement à droite, nous montre qu'il y a toujours une grande difficulté de passation de témoins, Mmh. avec un double phénomène. Il y a le vieillissement des personnes et le fait que des jeunes femmes se retrouvent moins disponibles pour militer à partir du moment où elles rentrent sur le marché de l'emploi. Et en Mmh. général, c'est le moment aussi où elles se mettent en ménage Mmh. ou en couple, ou où elles décident d'avoir des enfants. Mmh. Donc ça, c'est toujours une grande gageure. Et la seconde difficulté aussi, c'est leur capacité, si vous voulez, à pérenniser leurs engagements par d'autres voies. Et ce qu'on a pu voir avec les militantes de Belles et Rebelles, les militantes identitaires qui étaient aussi à génération identitaire, c'est que le groupe disparaît un petit peu de lui-même. Alors certaines vont être assistantes parlementaires, certaines vont... Mais néanmoins, il est difficile de vivre de son militantisme sur le long terme. Donc ça, c'est la première interrogation. Ce que Alice Cordier peut peut-être réussir à faire avec l'aide de généreux donateurs, Mmh. heu c'est de professionnaliser ces militantes, comme elle les appelle, et de leur offrir des perspectives de maintien dans le métier politique, soit en étant élue Assistante elle-même. parlementaire, et cetera, c'est ce genre de Voilà, choses qu'on a vu soit dans en beaucoup de commençant à militants RN. conquérir des mairies au niveau local, hein. Je pense Mmh. à la militante qui se présente à Claire-Géronimi, là, Mmh. dans l'Aisne. Elle Bien monte sûr. aussi en grade dans l'UDR, donc voilà, elle acquiert un capital symbolique, et elle s'appuie sur des réseaux préexistants. On verra les autres, comment elles arriveront, voilà, à maintenir leurs engagements en ayant les moyens d'en vivre. Et ça, Mmh. c'est la principale difficulté pour elles. Maintenant, ce qu'on voit aussi au Rassemblement national depuis une dizaine d'années, c'est que ces carrières partisanes des nouvelles femmes de droite au RN, comme Edwige Dias, députée de la Gironde, Mmh. Julie Rechagneux, qui se présente à Bordeaux et qui est eurodéputée, c'est qu'elles ont les moyens désormais, du fait de leur multipositionnalité et aussi des rémunérations de leur mandat, de leurs indemnités Bien d'élus, sûr. notamment Mmh. les eurodéputés, de se Mmh. professionnaliser et éventuellement de faire carrière. Peut-être pas comme Jordan Bardella, mais du moins de se pérenniser dans le champ partisan. Oui, de pouvoir se consacrer pleinement à ça. Voilà, Mm. Claire Géronimi, voilà, je mets un article qu'on a fait sur elle, un portrait, et on voit notamment un de ces fameux donateurs sur la droite de notre liste, un certain Pierre-Édouard Stérin. Donc il y a voilà, ces sujets-là qui sont faits. Il y a une connexion qui se fait entre toutes ces morceaux de droite, ces nuances de droite, qui est toujours marquante, et qui est une des grosses évolutions de la droite en ce moment. On voit aussi avec Éric Ciotti, qui vient d'une droite plus traditionnelle au départ. Magali, je crois qu'on a fait un bon tour de tout ce que ce fémo-nationalisme met en mouvement pour récupérer la cause des femmes. On termine toujours un peu ces formations avec peut-être en tirant des leçons, des choses comme ça, de voir des initiatives qui permettent de se mobiliser un peu face à ça, et qui nous suivent, et d'agir face à l'extrême droite. Alors c'est pas ton rôle, toi tu es chercheuse, t'analyses, mais je voudrais partir sur les derniers mots du livre. Ils sont tout à la conclusion. Voilà, ça montre aux gens que je l'ai lu jusqu'au bout. Non, mais plus important, c'est intéressant, c'est ce dénominateur commun qui est sur toutes ces nuances de femmes de droite. Je vais y revenir, je l'ai marqué à la fin de la conclusion. C'est la question des droits reproductifs. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a donné l'envie de proposer au planning familial d'être partenaire de ce cycle, parce que vous dites, pour autant, elles sont très différentes, nationalistes, identitaires, écolo, conservatrices. On n'en a pas parlé sur ce coup-là, mais on l'a un peu évoqué avec Eugénie Basti. Pour autant, un point commun rassemble les nouvelles femmes de droite dans une opposition commune aux droits des femmes pour accéder à l'avortement et aux techniques reproductives. On est complètement là-dedans. Je lis ces derniers mots.
il y a cette galaxie, vous donnez ce point commun, ce dénominateur commun. C'est ce plus petit dénominateur commun de toutes ces femmes de droite, cette question des droits reproductifs? C'est celui Alors, qui les lit toutes, c'était comme le dirait plus Sauron? petit au moment où je concluais mes lignes, puisque D'accord. le pôle écolo-conservateur, aujourd'hui, en raison de la polarisation des questions écologiques et du retour de bâton anti-écologique et Mmh. anti-protection de Oui, l'environnement, dans toute la société, eh ouais. Ouais. bien, ce pôle-là n'existe plus, il a disparu. Mmh. Pour des raisons individuelles aussi, mais de mon point de vue, moi, je fais l'hypothèse que les Antigones ou la revue Limite portaient une critique du capitalisme qui était incompatible avec des projets conservateurs tels que portés par Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Stérin. Mmh, Sur d'accord. des questions de valeurs, oui, mais certainement pas sur la critique du capitalisme ou la critique de la technique et l'aspiration tout de même à défendre certains points écologiques. Donc ça, c'est un projet qui était trop Mmh. subversif. Hem, Il y a des donc projets ce qui sont trop, trop subversifs, trop différents pour rentrer dans les projets des milliardaires qui financent extrêmement. C'est intéressant de voir qu'ils ils prennent pas tout. Il y a des choses qui rentrent et Oui, d'autres, qui en rentrent tout pas cas, dans leur voilà, ce tamis. pôle-là, il a aujourd'hui disparu. Ça ne veut pas dire qu'il ne Mmh. reviendra pas, mais aujourd'hui, on en est à cet état-là du champ et ce pôle fémonationaliste, effectivement, il lutte contre les droits des femmes, non plus frontalement, comme le faisaient les opposants à la conférence de Pékin en 95, souvent catholiques et conservateurs ou religieux et conservateurs. Ils vont le faire en subvertissant le contenu des droits des femmes. Et regardez bien les interventions médiatiques sur les questions sécuritaires, y compris au Parlement européen récemment. Il s'agit de dire que les droits des femmes ne sont pas les droits à l'autonomie reproductive, que l'on souhaite interrompre et choisir le moment de sa fécondité ou qu'on puisse y accéder via la PMA. Le droit des femmes, le premier, c'est le droit à la sécurité. Mmh. Et ensuite, le lien est fait entre insécurité et présence de personnes immigrées ou de musulmans sur le territoire. Et donc la boucle est bouclée. Le second ennemi commun qu'elles ont, c'est l'immigration Ouais, et c'est l'islam, puisque mmh. ce n'est pas l'immigration de toutes les parties du monde. C'est l'immigration venue, voilà, venue d'Afrique, du Proche-Orient, et Ouais. ça, c'est vraiment ce qui peut être, ce qui peut les unir et qui les unit d'ailleurs, actuellement avec, d'autres Mmh. formations politiques. Oui, c'était la deuxième chose que j'avais identifiée dans le livre. Donc on voit que s'engager pour les droits reproductifs au planning et tout, c'est déjà prendre position et être actif. Des fois, on a l'impression qu'il faut forcément faire le coup de poing ou autre pour être face à l'extrême droite, mais il y a d'autres manières d'agir, plus indirectes mais hyper importantes. Donc on voit. Et l'autre question, c'est la question antiraciste. Et là, on voit, il y a une ethnisation, c'est hyper dur à dire, désolé, de ce sujet. Et ça, c'est une obsession aussi qui revient dans toutes ces collectifs. Oui, tout à fait. Ce processus d'ethnicisation du Merci. sexisme ou de racialisation du sexisme, qui a été très bien décrit par mes collègues Mmh. Francesca Scrinzi et Charlène Calderaro, c'est la tactique par laquelle on va toujours assigner les mêmes identités, les mêmes origines, les mêmes propriétés à des auteurs de violences sexuelles et sexistes ou de sexisme. Et ce faisant, ben, on oublie que la majorité des violences sexuelles et sexistes, les femmes les subissent à la maison, par leurs proches. Et par conséquent, ce harcèlement de rue qui est très médiatisé et qui rend visible ce type d'auteur aussi, eh bien, il doit être remis en perspective d'un point de vue statistique. Mmh. Et j'en viens aussi à un sujet qui ah pardon, on n'a pas entendu la fin de ce que vous disiez, en Non, non, perspective d'un point de vue statistique, ça? Et vous étiez arrêté là. Ah bah voilà, j'ai cru que c'était oui. heu, j'en viens aussi à une chose, c'est que ça concerne la recherche largement au-delà de la France. Magali, vous revenez d'un colloque international, c'était à Lausanne. Je vais le montrer, tiens, j'ai vu, la petite annonce, du colloque, je vais le montrer donc, sur Far Right and Fémonationalisme. Peut-être on peut le dire, comment, cette question-là, ça interroge la recherche bien au-delà de nos frontières et qu'est-ce que vous avez un peu pu voir, dans le colloque? Alors, 1 ou 2 choses, bien sûr, je me doute qu'il y en a 1000. Alors, ça interroge la recherche en sciences politiques ou en sociologie ou en études de genre à différents titres. D'abord en sciences politiques parce que nous sommes en train de vivre un moment de transformation du champ politique et où les dynamiques transnationales et internationales percutent
ce qui se passe au niveau, national, voire parfois au niveau, local. Ça Mmh. intéresse les études de genre puisqu'effectivement, c'est une recomposition des oppositions à l'égalité, de sexe, à l'égalité de genre, qui inclut très largement la question des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, et intersexes ou queer. Donc Mmh. ça, c'est le 2e point. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a des dynamiques transnationales qui sont largement comparables, que l'on observe, aux États-Unis avec cette coalition, hein, des droites conservatrices et des droites religieuses, et de la nouvelle droite nord-américaine depuis une vingtaine d'années, qui a porté ses fruits avec la candidature, réussie de Donald Trump. Mmh. Armée aussi par une frange, d'entrepreneurs capitalistes, bon ça je ne vais pas refaire l'histoire ici, mais Oui. c'est important pour comprendre les dynamiques aussi et pour comprendre comment, en dépit du fait que les groupes dont nous parlons ce soir sont extrêmement minoritaires d'un point de vue numérique, du Oui, point de vue du on l'a pas nombre, dit, elles c'est n'ont pas pas la des mouvements force de dans masse. la Ouais. rue. Elles sont largement, submergées, enfin, comment dire? On Leurs le voit aux nombres sont sous manifestations du 8 mars, notamment. voilà, Elles peuvent pas leurs rentrer dans nombres ces manifestations, elles y ont pas leur place et à chaque fois, même si sur le plan physique, elles sont repoussées, quoi. elles sont, effectivement très minoritaires. Heu, Pensez à compter le nombre de collectifs Nous Toutes, de collectifs féministes Mmh. que vous trouvez partout sur le territoire hexagonal, mais aussi dans les outre-mer, dans les grandes métropoles, comme dans les toutes petites communes rurales. Il y a des féministes partout depuis la fin des années 2010, début des années 2020. C'est pas le cas pour les militantes, les nouvelles femmes de droite. Ce sont de tout petits effectifs. Mais en dépit de cela, comme elles sont arrimées aussi et soutenues par des secteurs de la tech, par tout un pan d'entrepreneurs et elles bénéficient de ces technologies-là, elles donnent l'illusion du nombre. Mmh. Fort heureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un moment un petit peu différent de la mi-temps des années 2010. Le champ journalistique se transforme aussi. Alors certes, il y a les grands empires, de presse conservatrices et financés par ces entrepreneurs, économiques et conservateurs, mais vous avez aussi d'autres types de presse, d'une part, et puis le métier change. Je pense que dans certaines rédactions, on a arrêté de faire, les unes en regardant ce qui se passait sur Twitter et il me semble qu'on revient là et le cas de la mort de Quentin Derenc a été sans doute un moment de Mmh. prise de conscience dans certaines rédactions de presse, à une manière de refaire du journalisme, peut-être plus prudente, en attendant les faits et en se donnant un petit peu de temps. Mmh. Bah, je l'espère. J'adore votre optimisme, il est trop bien. Il est super. On essaye en tout cas du côté de Street Press et des médias, de tous les médias indés, de répondre, à ce sujet. Je voulais terminer avec quelque chose d'un peu plus philosophique. Moi, quand je vois tout ça, ça me fait revenir à un cours que j'ai eu. J'ai fait une licence socio et du coup, ça m'a fait penser à Michel Foucault et au biopouvoir. Il y a vraiment cette obsession-là, donc lui qui est philosophe. Ce qui est marquant avec l'extrême droite, c'est qu'elle s'intéresse toujours, à nos corps, à ce qu'on en fait, ce qu'on a le droit d'en faire ou pas en faire. Là, on est vraiment là-dessus sur, ces questions de pouvoir du corps et ces questions aussi de contrôle de ce que sont nos corps. C'est vraiment le cœur de l'action de l'extrême droite. Ces collectifs, elles veulent choisir, elles veulent décider de ce qu'on doit faire de nos corps. Je serai nuancée parce Ouais, que, je parle juste pour les militantes de ouais, bien sûr, Némésis, hein, bien sûr. pas pour les cariatides, Mmh. ou d'autres, ou les militantes du RN qui se gardent bien d'intervenir intempestivement sur ces sujets-là et Mmh. qui évitent, sauf quand il y a des campagnes, qui s'occupent de voilà, de la anti enfin, qui politisent la question trans, là, à ce moment-là, elles convergent, mais globalement, c'est quand même pas la majorité de leurs interventions. D'accord. Les militantes de Némésis, elles ont une autre manière d'envisager le corps des femmes, un corps à protéger certes, mais un corps aussi, un corps sportif, un corps, qui se travaille, un corps que l'on utilise dans les actions collectives, dans des Mmh. performances d'actions collectives, comme le faisaient les féministes et comme l'ont inventé quasiment les féministes depuis le XXe siècle, le début du XXe. Voilà, c'est pas tout à fait Ouais. la même manière de contenir le corps des femmes. Au contraire, c'est là aussi où elles sont nouvelles par Oui, rapport à d'autres et où elles ça mmh, me fait penser à cette influenceuse Mila là, qui est devenue une figure de la droite et qui est toujours à se montrer en train de faire de la muscu, qui est hyper musclée, et cetera. Il y a un peu ce côté-là. C'est aussi une forme de libération de leur corps, mais on reste dans le traditionnalisme. Enfin, il y a un mélange des 2. c'est la possibilité pour les femmes de s'engager dans une féminité musculaire, Mmh. alors que jadis c'était l'apanage des hommes. Mmh. Donc vous voyez, les normes de genre, elles changent aussi,
Mmh. euh, Oui, parce que les à cariatides, elles l'extrême étaient droite. sur, pas féministes, mais féminines, alors que c'était complètement autre chose dans les années 2010. Elles étaient pas du tout sur le fait on les aurait pas vues à la salle, quoi. C'est pas du tout, leur truc. Non, voilà, et de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est un usage stratégique pour attirer à elles des jeunes femmes qui se considèrent comme émancipées, qui n'ont pas envie qu'on leur explique comment elles doivent s'habiller, si elles doivent ou pas mettre une brassière ou un soutien-gorge ou rien. Mais on peut considérer aussi qu'il y a une part d'intériorisation de normes féministes chez elles et de normes égalitaires. Et ça ne veut pas Ah, dire c'est que, hyper intéressant. les élect dans les urnes, ce seront des partis, voilà, égalitaires ou qu'elles soutiennent cet agenda-là, mais ce qu'on voit, c'est plus de complexité peut-être. Oui, de toute façon, c'est ça qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que c'est pas juste, monolithique et qu'il y a une complexité dans ces mouvements et qu'il faut pas non plus, les projeter que sur un terme ou un truc comme ça et cetera. On est là pour comprendre ça et c'est tout à fait ce que vous nous offrez Magali, là-dessus. Je crois qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait oublié, quelque chose que vous avez envie? Je demande toujours ça à la fin. J'ai l'impression qu'on a évoqué pas mal de choses. C'est dans le chat surtout, est-ce qu'il y a des dernières questions? Enfin, Alors, on plutôt n'a pas dans reçu votre malheureusement, on n'a pas reçu trop de questions parce que ce chat ne fonctionne pas. C'est vraiment le d'accord. drame de ma journée. Mais en tout cas, j'ai regardé dans mes mails. Ah, j'ai un petit mail en plus. Ah, je crois que j'ai reçu un truc. Question pour Madame de la Souda. Et ben voilà. Vous voyez, c'est d'en parler. Elle vient de tomber. Euh, Ah, c'est une question sur la question, on peut terminer par ça, c'est super. Sur la question des fémonationalistes, est-ce qu'il y a une différence entre les fémonationalistes françaises et des autres pays, par exemple comme Royaume-Uni ou États-Unis? Notamment, lui, il évoque la question anti-trans qui est beaucoup portée aux États-Unis, Oui, etc. Je dis qui c'est quand même, je le oui. salue. Merci de m'avoir envoyé un mail. C'est Frey Lindsay, merci à toi d'avoir fait ça. Et je vois que son adresse est anglaise, donc je pense il se sent concerné. Alors, c'est une très, très bonne question parce que ce qu'elle montre, c'est que il y a certes des choses qui circulent, mais il y a des contextes d'appropriation locale Ok. et au Royaume-Uni spécifiquement, cette question des, toilettes séparées, du sport qui est reliée à la question trans, elle est très, très, très politisée. Hmm. L'affirmation d'identité trans est perçue comme une menace faite aux femmes dans différents domaines. Donc, ça expose les femmes, à des femmes qui ne sont pas des femmes, donc qui sont des hommes dans les toilettes. Ça exposerait des sportives à des athlètes qui, en réalité, sont des hommes et ont des corps d'hommes et donc, vont, consolider des inégalités. Donc c'est de cette manière-là que les choses sont conçues Hmm. et défendues par les fémonationalistes, en Angleterre. Et depuis 2025, on a d'ailleurs un Safety for Women Initiative qui a été lancé à l'occasion d'une venue du collectif Nemesis qui était aussi en soutien à Tommy Robinson, D'accord. donc Militant qu'on peut d'extrême droite qualifier de anglais. suprémaciste Ouais, suprémaciste anglais. anglais. Hmm. Euh, et ça, c'est intéressant. En Italie, on retrouve aussi, mais ça a du mal à prendre, un collectif qui s'engage sur ces questions-là, mais voilà, c'est timide. En Suisse, on est sur une ligne nettement anti-immigration, comme en Hmm. France. C'est très clair, anti-islam. Et en Allemagne également, mais du fait essentiellement de l'histoire allemande et de ce qui s'est passé à Cologne, avec ces agressions et viols commis en masse par des hommes d'origine essentiellement maghrébine dans mon souvenir. Oui, il faudra repréciser ça. J'ai pas je me souviens de cet événement, mais j'ai plus la date en tête et c'est pas bien de ma part. Mais effectivement, ça avait marqué l'opinion allemande à ce moment-là et ça avait servi de tremplin à des questions racistes et des questions fémo-nationalistes. Donc ouais, du coup, on voit que ça touche plein de choses. Ils sont tous assez différents et comme d'ailleurs c'est logique, comme l'extrême droite est présente partout dans le monde avec ce mouvement mondial, bah le fémo-nationalisme aussi dans ces choses-là. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un super tour, Magali, d'avoir pris le temps. Magali de la Souda, je rappelle, chercheuse au CNRS, autrice de ce super bouquin que je vais remontrer à l'écran. Il est là. Voilà. Oui, Oui. et j'ajoute Allez. juste une chose, le livre sortira en poche dans Ah, quelques mois et avec une version remaniée, vous en saurez un petit peu plus sur Némésis. top. Ah bah, Voilà. on est hyper preneurs. Merci N'hésitez pas beaucoup. à nous le signaler. On le mettra en avant sur Street Press. Moi, je dois rendre ce livre à Daphné, notre journaliste, qui m'a dit tu me le rends, c'est une de mes bibles. Donc, promis, Daphné, je le fais. C'est la preuve aussi que voilà, c'est aussi comme ça qu'on invite nos invités, c'est quand on est un peu fan de leur travail et que ça nous apporte beaucoup d'informations. Magali, je t'ai salué. Je vais saluer celles et ceux qui sont avec nous en leur donnant des derniers rendez-vous. Merci à toi d'avoir été avec nous et à bientôt. À bientôt. Au Salut, revoir. à bientôt. Au revoir. Top, je vais te laisser, hop là, te laisser
Top. Voilà, j'ai laissé Magali Delassouda rentrer tranquillement. Moi, je vous salue. C'était super intéressant avec Magali Delassouda. On termine là-dessus. Vraiment désolé pour le chat qui n'a pas fonctionné. Vraiment, c'est pas agréable, je trouve. Et on va voir ça. Je règle ça pour la prochaine fois. J'espère que c'était aussi intéressant pour vous que pour nous. Merci pour les questions par mail de Frey Lindsay. Frey, j'ai vu aussi que tu avais des questions plus loin. Je te réponds par mail bientôt. N'hésitez pas. Moi, je réponds à tous les mails que je reçois. J'essaye au maximum. martin@streetpress.com. En attendant nos prochains rendez-vous, je vous les redonne. C'est le 17 mars, le prochain rendez-vous. On sera le 10 à 18h. On sera avec Sarah Durocher, qui est la présidente nationale du planning familial. Je pense que vraiment, ça va valoir le coup. Là, on était beaucoup sur l'explication avec Magali Delassouda. On a appris plein de choses. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous donner un peu toutes les informations, notamment concrètement, c'est quoi l'effet sur le terrain? Qu'est-ce que ça donne sur le terrain d'avoir cette montée des idées d'extrême droite? Je pense que ça va être très intéressant. Et on terminera le 24 mars avec Léane Alestra, qui a écrit ce livre Vigilante, surveillée et surveillante, ces femmes au cœur de l'extrême droite. À la fois, elle sera dans l'analyse et à la fois, elle a monté des collectifs, notamment sur Instagram, des choses comme ça. Comment on crée un contre-discours? Elle lance un média qui s'appelle Problématique aussi pour les questions transgenres. Donc, ça va être hyper intéressant de discuter. Merci d'avoir suivi ça. Si jamais ça vous a plu, ça se passe ici, là, le soutiens-nous. Voilà, vous n'hésitez pas, vous suivez ça. Nous, on continue à suivre ça. Vous avez bien sûr la carte des brebis galeuses qu'on continue à augmenter au fur et à mesure. N'hésitez pas, c'est aussi une enquête participative. Vous pouvez nous envoyer des infos. Voilà, aidez-nous à augmenter. On est déjà à 220. Je pense que d'ici le second tour, on peut peut-être atteindre les 300 grâce à vous. Mais voilà, c'est vraiment important et ça vous permet d'avoir toutes les informations et de fissurer un peu ce qu'on nous donne, cette image un peu de carton-pâte qu'on nous donne du côté du RN. C'est plus compliqué que ça, comme pour tout parti, bien sûr. Mais là, il y en a vraiment beaucoup et nous, on essaie de vous donner toutes les informations. À très bientôt, je vous fais des bises et merci de suivre les formations Street Press. N'hésitez pas à nous faire des retours et ça a été un plaisir d'être avec vous. Salut à tous.